Bon bah salut Gaston, salut Camille. Pour cet épisode 5 de Sonar, on a la chance d'être avec vous pour parler un peu de Bordeaux Open Air. Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça en 2 minutes? Ouais, carrément. Salut déjà et merci de nous avoir invités. Donc moi c'est Gaston, j'ai rejoint l'asso en 2018 pour un stage et je suis resté depuis, donc ça fait maintenant presque 6 ans. Et moi je m'occupe plus précisément de la com du festival et des partenariats. Ok, donc Et voilà. un stage plutôt bien converti. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Plutôt bien converti, hein. J'ai rejoint Camille au début quand j'étais encore tout jeune, hein. J'avais 22, Un 23 enfant. ans. Un enfant, exactement. Encore insouciant. Et en fait, c'était un stage de 4 mois que j'ai fait, qui s'est super bien passé. Et en fait, il y a eu une petite coupure, mais je suis revenu quelques mois après. On est venu le chercher. Ils sont revenus me chercher exactement. Et là, en fait, au début, je faisais pas du tout de la com. J'étais plutôt avec Camille sur les sujets prod, logistique, etc. Ok. Et je suis revenu sur la gestion de la com et pour l'édition 2019, du coup. Et depuis, je suis resté. Et me voilà encore là. Maintenant un des piliers. C'est ça. Et toi Camille, du coup Et du coup, donc moi c'est Camille. J'ai cofondé l'association Bordeaux Open Air en 2015 et donc cofondé le festival qui lui a débuté en 2016. Et je suis toujours là. Donc ça fait 9 ans, toujours là, toujours présente. Donc 9 ans maintenant. Et comme l'a dit Gaston, moi je suis après plutôt sur la partie production événementielle et après tout ce qui est admin, bien évidemment. Voilà. Est-ce que peut-être on peut commencer en repartant sur le début du festival? Pourquoi avoir fondé Bordeaux Open Air? Quelle était la volonté derrière? Euh, Du coup, il faut se remettre un petit peu à l'époque 2015-2016 à Bordeaux. Il y avait très peu de collectifs de musique électronique ou d'événements de musique électronique. En termes de collectifs, il y en avait 2 autres. Et des lieux, il y en avait, mais plutôt des lieux de nuit. L'iBot était déjà présent. Il y avait d'autres boîtes qui aujourd'hui n'existent plus. Et c'était aussi l'époque, les années où la musique électronique revenait au goût du jour, entre guillemets, était un peu plus grand public. On l'entendait de plus en plus à la radio. Les gens s'y intéressaient, des événements se créaient un peu partout en France sur l'électro. C'était vraiment le second souffle un petit peu de ce type de musique. Et donc avec mon ancien associé, on s'est rencontrés et on s'est dit, Bordeaux au final c'est une grande ville. Il y a peu de collectifs, beaucoup de propositions nocturnes, donc très festives et pour un public peut-être un peu plus jeune. Est-ce que nous, on pourrait pas proposer quelque chose en journée avec un public jeune, bien évidemment, mais un peu moins jeune et voire même leurs enfants, puisque on est parti du postulat que les années 90 qui étaient on va dire le début de la musique électronique en France, les gens qui étaient des années 90 comme moi, ont aujourd'hui plutôt vers la trentaine et donc avaient sûrement commencé à bâtir leur vie, avaient peut-être des enfants et avaient peut-être envie de partager avec eux cet amour de la musique électronique, sauf qu'on n'emmène pas son enfant en club de minuit à 6h du matin. Donc voilà, on s'est lancé sur ce format du dimanche après-midi qui est la journée que l'on passe avec ses enfants dans l'idée. Et à l'époque, à Bordeaux, il n'y avait aucune autre offre culturelle, entre guillemets. Le dimanche après-midi, d'où le fait que le festival soit totalement gratuit. Le but, c'est que tout le monde puisse venir, passer un moment, découvrir, mais ne se sentent pas obligés de rester ou si finalement ça ne leur plaît pas, on regrette d'avoir payé une place ou en fait ce dimanche, on est peut-être sorti la veille et on n'a pas trop envie de ressortir ou le poulet du midi dure bien trop longtemps et on n'a plus le temps. Donc voilà, c'est gratuit, c'est ouvert, n'importe qui peut venir. Okay. Et ça c'est le cas depuis le début et c'est quelque chose qu'on veut vraiment maintenir encore aujourd'hui. Et donc, ce que tu disais, c'était qu'il y avait une offre qui manquait peut-être à Bordeaux. Oui. Une offre aussi qui était nouvelle. Et est-ce que tu avais aussi été ailleurs où tu avais testé des formats comme ça en journée un peu plus qui mélangeaient plus de générations? Oui. Est-ce que tu avais eu des inspirations ou des expériences avant aussi de pouvoir le lancer à Bordeaux? Exactement. On s'est inspiré des goûters électroniques de Nantes. Okay. Qu'on avait découvert avant de commencer. Et quand on a créé l'association et le festival, on s'est également rapproché des
pique-nique électronique de Lille. J'ai toujours un doute sur les goûters électroniques, les pique-niques. les pique-niques. Il y a eu beaucoup. En fait, les premiers s'appelaient tous quelque chose électronique. Mais ouais, je sais que c'était les goûters électroniques à Nantes qui nous ont inspirés. Et après, on s'est rapprochés. On a rencontré ceux qui étaient à Lille, qui le faisaient aussi. Donc même concept, des dimanches après-midi gratuits, des espaces verts. Plus ou moins, Nantes, Lille, voilà. Et voilà, on s'est un peu rapproché d'autres gens comme ça. Comment on arrive à créer l'identité d'un festival sur les premières éditions? Comment on fait pour se différencier? Parce que du coup, il y avait peut-être pas grand-chose dans votre veine, mais il y avait aussi peut-être d'autres propositions. Par exemple, je pense Relâche, qui est plus sur le rock, etc. Ouais, c'est ça. Mais comment on fait pour se différencier, pour dire Bordeaux Plein Air, c'est ça, quoi? Alors, c'est un travail sur plusieurs années et plusieurs éditions, bien évidemment. On va dire que on s'est différencié dès le début parce qu'effectivement, il y avait Relâche, mais Relâche était beaucoup plus assimilé au rock. Et nous, on a toujours dit que ça serait musique électronique. On est vraiment resté dans cette typologie de musique, même si l'électro est assez vaste. Quelque chose de vraiment assumé là-dessus. Oui, vraiment assumé. C'était un des mots-clés de Bordeaux Open Air, électro, multigénérationnel, ouvert à toutes et à tous, qu'on a gardé. Donc il y a eu on va dire ce thème musical, cette journée le dimanche où il n'y avait quasiment pas d'événements, les après-midi encore moins. Donc c'est là où on a créé la différence. Et le fait d'aller dans les parcs et jardins, ça nous a permis de toucher un public assez nombreux dès le début, puisqu'en fait c'est le lieu où vont les gens qui ne partent pas pour le week-end, etc. Dans les parcs et jardins, profiter du soleil, du beau temps, quand il y en a à Bordeaux. Donc c'est un peu comme ça qu'on a créé la différence au début. Je pense que c'est vraiment, juste pour compléter, je pense que c'est vraiment le format. Et moi, juste pour donner un peu ma petite expérience, je me rappelle que, comme tu disais Camille, il n'y avait pas grand-chose en 2016 à Bordeaux à vivre, pas grand-chose en termes de musique électronique. Et c'était vraiment nouveau en fait, et c'était vraiment fort. Je me rappelle en 2016-2017, les deux premières éditions, d'avoir accès à une scène de festival avec un dance floor avec des milliers de personnes, complètement gratos, de pouvoir venir avec tes propres boissons, ton pique-nique. Et d'avoir vraiment cette liberté, cette simplicité d'esprit où en fait c'était pas, tu prévois pas des mois à l'avance, t'achètes pas un ticket, c'est un coup de tête, et c'est un effet où en fait moi je me rappelle qu'il y avait tout Bordeaux en fait. T'allais là-bas et tu retrouvais des gens avec qui t'étais au collège, des gens avec qui t'étais au lycée, de plein d'univers différents, et c'était vraiment nouveau. Je pense que maintenant en 2024 on va à un open air à Bordeaux. C'est un open air à Bordeaux, il y en a qui ont de leurs particularités, etc. Mais il n'y a pas vraiment, pour moi, il y avait une petite électricité dans l'air, une vraie nouveauté pour nous et pour le public. Maintenant, c'est peut-être plus démocratisé que ce que c'était avant. C'est ça, ouais. Et donc, je pense qu'en fait, la première différenciation, c'est le format. C'était le format, on était les seuls sur Bordeaux. Donc on dit Bordeaux parce que la toute première année 2016, c'était que la ville de Bordeaux. Mais ensuite, on a commencé vite à s'ouvrir à la métropole, puisque notre but, c'est pas aussi de proposer des événements co-publics intramuros de Bordeaux Centre, qui a déjà accès à plein de lieux de vie. C'est aussi apporter la culture et faire découvrir la musique électro à d'autres types de publics qui, alors du coup, nos sites sont toujours accessibles en tramway, mais voilà, c'est bouger aussi, que les gens n'aient pas forcément besoin de faire 1h30 de tramway pour venir, que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent l'heure et demie en fait. Et faire sortir aussi les gens de Bordeaux Centre. Faire découvrir, il y a d'autres lieux que Bordeaux où on peut traverser l'eau, il y a des choses qui se passent derrière le pont. Si Bordeaux c'est fou. Métropole entend ça là. Écoute, j'espère. Et donc, est-ce que en termes de succès, de public, les premières années, comment ça se passe? C'est quoi les premiers retours? Est-ce qu'il y a un engouement que vous avez pas senti venir et qui est important? Et aussi, comment vous le gérez sur les années qui suivent pour continuer à avoir une offre qui est pertinente et pour continuer en fait à être les premiers sur ce créneau-là? Du coup, la première édition, c'est plutôt une grande surprise. Donc, en tant qu'événement gratuit, sans billetterie, même gratuite, c'était une totale surprise. En plus, donc l'association Bordeaux Plein n'existe que pour le festival en fait, tout simplement. Donc on n'avait pas de public déjà de cette association, on n'avait pas fait des petits événements avant pour se faire connaître. C'était le grand saut dans la Le grand saut, c'était là on va s'installer. En plus, on installe, exploite et
les installs le jour même. Donc on est arrivé un dimanche fin août en 2016 à 7h. On a posé des enceintes, on a monté une buvette de 3x3. On a accueilli les artistes qui étaient des artistes locaux et des copains. Et on s'est dit, on a installé des petites activités pour enfants en pensant en accueillir 100. Et on s'est dit, vas-y, à 15h, on met le son. Quoi. Ouais. Et donc on a touché déjà les gens qui étaient présents, donc c'était au jardin public la première année. Le site aussi a beaucoup aidé puisque le jardin public est quand même un parc pour le coup en plein centre de Bordeaux, très fréquenté aussi, très fréquenté, très agréable et en fait sa position et le fait qu'on n'ait pas pu faire de répète avant font que la première date du festival, il est possible que la puissance sonore ait été un peu élevée. Un peu élevé. un peu surestimé. On a un peu surestimé et mais alors ça nous a donc bien évidemment on a réglé le souci pour les dates d'après, mais ça nous a aidé pour cette première date puisque on a touché aussi donc tous les gens qui entendaient de la musique autour et apparemment on a couvert une zone assez vaste. Et donc beaucoup de gens sont arrivés en se disant tiens qu'est-ce que c'est, et en voyant que en fait les grilles du jardin public étaient toujours ouvertes et qu'on pouvait rentrer et que ça venait de là mais que apparemment c'était disponible et donc là comme ça on a touché beaucoup de public et la première année on a fait 4 dimanches à la suite. Donc à la fin de la première date on leur a dit on se retrouve dimanche prochain au même endroit et donc avec tous les gens qui sont venus ils en ont parlé et puis du coup on avait nos réseaux sociaux qui débutaient et ça a fait on va dire de fil en aiguille, ça a déroulé sur la première édition. La deuxième, il y a eu beaucoup plus de travail de communication, puisque il y avait une sorte de base aussi, de personnes, d'une communauté qui a commencé à se créer, qui n'existait pas la première. Et on est monté d'année en année en termes de fréquentation sur chacun des événements. Comme on a diversifié les lieux aussi. Donc certains, il faut, comme on disait, parfois motiver les gens à prendre le tramway un peu plus loin, à traverser la métropole. Donc ça dépend aussi de beaucoup de choses. Mais c'est comme ça qu'on a fait au début. Et maintenant, c'est un travail que fait Gaston. On essaye. Et puis juste, je pense que en termes de chiffres, c'était quoi ? C'était 14 000 personnes, je crois, la première édition sur 4 dates. Toute première avec 2500 personnes le premier dimanche. Et après, on a dû faire 3000 et quelques. Et ensuite, on a fait 5000 et 7000 sur la... Ah ouais. C'est bon, ça a été une belle croissance. Ouais, donc 25 000 la deuxième édition. Oui. 75 000 la troisième, avec évidemment plus d'événements. Plus de dates aussi. Mais avec notamment un jardin public à 18 000 personnes, je crois, en au même totalité, temps. Au totalité, donc le record qu'on a fait, Et c'est peut-être aussi la question des débuts, mais comment on arrive à construire financièrement un festival qui repose par essence sur la gratuité ? Comment on arrive à trouver un modèle fiable économique sur ce côté ? On reste quand même gratuit. J'imagine que c'est un petit casse-tête. Tu veux que... Allez. Non, mais j'allais dire fiable. Fiable est peut-être pas le meilleur des mots. Vu notre situation actuelle. C'est belle... je peux juste parler au départ comment vous aviez imaginé la structure financière, quoi. Mais alors on est encore aujourd'hui on est sur le même modèle financier et celui qu'on avait imaginé déjà, qui est donc environ ça varie, ça peut varier de quelques pourcentages d'année en année mais les grandes lignes sont là, c'est 80% d'autofinancement donc avec notre espace restauration. Aujourd'hui on est à 5% de subvention à différentes échelles et 15% de mécénat sponsor. Quand on a débuté, c'était plutôt 5% de mécénat sponsor et 15% de subvention. On a eu plus de subventions pour débuter parce que c'est aussi comment fonctionne une subvention. Souvent, c'est pour t'aider à te lancer. On l'a imaginé comme ça, en sachant que du coup c'est un modèle assez précaire qui repose sur le fait que nos événements fonctionnent bien et bien lieu, parce qu'on est soumis comme tous les autres en plein air aux canicules, à la pluie. Et on avait, je dois avouer, espéré aussi peut-être arriver à avoir plus de mécénat sponsor, peut-être passer sur un 20%.
peut-être pas 30 puisqu'on veut pas non plus être on n'a pas un village des partenaires, Oui. c'est qu'une après-midi, c'est que 5 heures l'événement, les gens voilà, Oui, après ça oblige peut-être à d'autres choses quand il y a exactement. trop de... Ouais. Mais voilà comment on l'a imaginé. Donc là, première année, c'est très difficile. Ça passe beaucoup surtout par des accords avec des prestataires qui en deviennent des partenaires, en fait, tout simplement. Voilà, du soutien de leur part, de l'aide à la trésorerie ou des échelonnements de paiement qui vont après avec un engagement à travailler ensemble plusieurs années. Mais si ça fonctionne, hein, puisque la première année, on s'engage à travailler ensemble, mais si ça marche pas, on va s'arrêter là. Donc on a eu la chance d'avoir des gens qui ont cru en nous, ou alors on a su bien vendre notre projet, ou peut-être les deux ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait au début. C'est eux qui étaient derrière pour mettre le son plus fort au jardin public, c'est ça? On dit, mais oui, ça va marcher. Mais voilà, et puis on croise les doigts et on y croit aussi. Et on s'entoure d'une bonne équipe. Aussi, ça c'est important. Il ne faut pas rester tout seul, mais essayer de partager le projet et la vision avec d'autres personnes qui elles aussi vont apporter d'autres choses. Voilà. Okay. Et du coup, peut-être ça peut faire le parallèle avec la situation actuelle où du coup là, vous êtes sur une crise un peu financière et la saison qui va peut-être se relancer la machine. Et donc, comment vous projetez par la suite aussi avec une saison qui, si on l'espère, elle va fonctionner. Comment vous avez envie de continuer après sur Bordeaux Open Air? Est-ce que vous avez déjà des idées ou est-ce que c'est toujours pareil? C'est aussi en fonction des partenaires, des liens qui sont tissés? Ouais, je pense que il est sûr et vrai qu'on traverse actuellement une crise. En même temps, c'est pas la première fois que l'association est dans une situation financière pas facile, puisque comme disait Camille, le format fait qu'on est très précaire, hein. Donc c'est déjà arrivé qu'on ait des annulations à dernière minute, c'est déjà arrivé qu'on soit inquiet financièrement. De toute manière, je pense que quand on gère un festival et une association, on l'est presque tout le temps, hein. Et donc, surtout dans le milieu de la culture. Surtout dans le milieu de la culture, ouais. Junk Page n'en dira. On pense à vous, Junk Page. À tout niveau. Et donc je pense que l'idée c'est donc on a effectivement lancé un crowdfunding. L'idée c'est de fédérer un peu notre public pour lui demander de nous aider. Et donc peut-être de voir cette levée de fonds et cette édition un petit peu comme un moyen de remettre les compteurs à zéro. Et peut-être de réfléchir un petit peu au projet, de reprendre un petit peu de recul et de voir comment, en faisant une édition 2024 qui est un peu comme un retour aux sources, qui nous permet justement de se relancer, ouais, merci, de voir ensuite comment est-ce qu'on veut que le projet, où est-ce qu'on veut que le projet aille. Il y a évidemment plein d'idées, puisqu'on l'a aussi déjà fait, hein. Je pense que les éditions 2018-2019 sont un petit peu celles qui nous ont fait le plus expérimenter, des choses qu'on a aimé faire, qu'on aimera refaire, je pense. On a aussi d'autres idées, mais là d'abord c'est se remettre un petit peu à flot, retrouver notre public aussi, et puis voilà. Et du coup, est-ce que le passage par le financement participatif était quelque chose d'un peu inévitable pour arriver justement à se redonner un souffle, à reconstruire, etc. Inévitable, je sais pas si c'est le mot. Ça, c'est bien sûr quelque chose qui vient à l'esprit quand on se rend compte. Déjà, quand on accepte qu'on va avoir besoin d'aide, il y a aussi cette première étape. C'est difficile de se dire, en fait, tout seul, là, on peut peut-être le faire, mais ça va durer 5 ans, 6 ans. Et est-ce qu'on va tenir? Est-ce que les gens qui, aujourd'hui, croient en nous vont aussi avoir l'envie et les capacités de continuer à croire en nous et à nous soutenir autant de temps? Donc, une fois qu'on passe ce premier pas, on se dit, bon, ben maintenant... Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions qui existent, lesquelles on veut mettre en place, hein. On n'est pas, plein de choses sont possibles. Et c'est vrai que faire appel à notre communauté, au public, aux gens d'une manière générale, ça c'est apparu assez vite en se disant pourquoi pas. Et puis, c'est comme disait Camille, il y a se rendre compte que tu en as besoin et ensuite que tu as besoin d'aide et réfléchir à comment solliciter de l'aide ou ne pas solliciter de l'aide d'ailleurs, mais comment trouver la solution à ton problème. Et il y en a une qui est souvent brandie par des amis, des partenaires, des confrères. Mais pourquoi vous ne devenez pas payant? Puisque si on était payant, en fait, on serait pas en train de parler de ça aujourd'hui, hein. Si on avait un ticket à... Après, est-ce qu'on aurait autant de personnes qui viennent à nos événements si on était payant? Donc, est-ce qu'on aurait autant de personnes? Est-ce que notre communauté serait autant attachée aussi au festival? Parce qu'il y a un vrai attachement, je trouve. Le public s'en est un petit peu emparé aussi. Et donc,
je pense que le public, c'est le premier soutien par notre format aussi. Hein. Quand il vient et qu'il consomme une limonade ou une bière, c'est lui qui nous soutient et c'est comme ça. Et donc, restons sur cette veine-là et proposons-lui de nous aider. Et c'était un peu aussi l'occasion de faire comprendre et connaître notre situation aux festivaliers et connaître qui on est, parce qu'en fait on se rend compte que beaucoup ne savent pas qui est l'équipe derrière le festival ou comment il est géré. Souvent ce qu'on pense c'est soit que le festival est organisé par la mairie de Bordeaux parce qu'il s'appelle Bordeaux Open Air, ou qu'on est subventionné à une hauteur bien plus supérieure que la réalité. Donc c'était aussi l'occasion de parler un peu au public et de lui expliquer voilà qui on est. Comment ça fonctionne, qui on est, les forces qu'on met dedans. C'est la réalité. C'est ça, la réalité, que en fait, un festival, c'est du travail à l'année, c'est une dizaine de personnes dessus, souvent bénévoles ou assez précaires aussi. Voilà. C'était aussi pas aussi. Non, mais c'est vrai que par le financement participatif aussi, finalement, vous donnez la liberté à un public de soit vous donner une chance de continuer ou pas d'ailleurs, parce que c'est eux qui... ce que j'allais te dire, parce qu'une des solutions, donc on se rend compte qu'on a besoin d'aide, donc il y a aussi deux options, c'est on continue et on cherche de l'aide, ou l'autre option c'est on s'arrête là. On va chercher de l'aide pour régler la situation actuelle, mais on s'arrête là. Le fait de faire appel à notre public, à notre communauté, c'est aussi une manière, nous, de ressentir que on est encore attendu. Oui, c'est un peu un test aussi. C'est pas facile tous les jours de travailler dans cette ambiance, cette situation, et le fait de se sentir soutenu et de voir qu'en fait, il y a encore des gens qui veulent assister à nos événements. Ils sont là pour nous soutenir, chacun à leur manière et chacun à leur hauteur. Et ça redonne aussi un peu un second souffle à l'équipe. Et ça permet de se dire, allez, on va encore faire une année qui sera pas simple, mais on va le faire aussi pour eux. On sait un peu plus. On l'a toujours fait pour notre public quand on le voit heureux danser. Mais là, c'est vrai qu'on le voit nous soutenir aussi en dehors des 5 heures musicales dans le parc sous un soleil avec une petite bière à la main. Ouais. Et ça fait du bien. Et du coup, vous continuez quand même un peu à explorer, même au niveau des lieux. Aujourd'hui, on est à l'hippodrome Bordeaux-Le Bouscat, il faut bien dire. Bien vu. Mais c'est quand même un lieu assez atypique pour faire un concert. Comment on arrive à trouver des nouveaux lieux comme ça? Comment on noue le fait de pouvoir faire un open air à l'hippodrome? Alors, les nouveaux lieux, il y a plusieurs techniques. Il y a la bonne vieille technique du Google Maps, très en hauteur, et de chercher tous les petits points verts. Malheureusement, ça fait déjà du coup quelques années qu'on fait ça, et on n'est pas les seuls. Donc, on commence, je pense, en regardant aussi ce que font les autres, où vont les autres, à avoir découvert un peu tous les points verts accessibles aussi, puisque nous, on a cette contrainte qu'on veut que ça soit accessible en tramway. Donc, il y a aussi cette question-là, puisqu'il y a d'autres espaces verts, mais très éloignés, qui sont accessibles en bus. Mais pour le coup, c'est moins pratique. Nous, de par notre gratuité, on a quand même des milliers de personnes qui viennent à chaque événement. Donc, il y a une certaine logistique à organiser pour eux. Et après, on écoute les gens parler, on assiste à des réunions. En toute honnêteté, l'hippodrome du Bouscat, l'idée est venue d'une réunion qui s'est faite avec les services culturels de la mairie de Bordeaux, qui ont, au détour d'une phrase, parlé du fait que personne n'allait jamais vers Bordeaux-le Bouscat, qui avait un espace vert, en l'occurrence l'hippodrome, qui se fait beaucoup dans d'autres villes. En fait, les hippodromes sont assez utilisés dans d'autres villes. Paris, c'est assez connu, l'hippodrome Longchamp, si je ne me trompe pas. Pour Solidays. Il y a souvent des événements, voilà, exactement. Et donc, moi, j'ai entendu ça. Et j'ai rappelé le lendemain en disant j'aimerais, est-ce qu'on peut se renseigner comment ça fonctionne. Donc pour le coup, l'hippodrome lui fonctionne, c'est une entité, c'est une association qui gère l'hippodrome. Donc c'est Hippodrome Bordeaux-Le Bouscat, mais c'est une association qui s'en occupe. Donc on a rencontré les équipes et ils sont tout à fait ouverts à accueillir des événements. Il y a d'ailleurs la Mud Girl qui se passe ici, c'est là dans 1 semaine, 2 semaines. Donc on sera pas les premiers à venir. D'accord. C'est une belle opportunité aussi pour eux de ramener un nouveau public qui ne connaît pas aussi ce qu'ils font peut-être. Ça marche dans les deux sens. Ouais, ils changent de bons procédés.
Oui, Et je voilà, pense que la mairie du Bouscat est heureuse de nous accueillir. Il y a déjà plusieurs mairies, je crois, qui nous ont contactés oui, disant vous voulez pas venir, Sans pas qu'on bourse. veut pas, mais peut-être qu'on a un cahier des charges aussi, Ouais, comme bien disait sûr. Camille. Et donc là, c'est l'occasion de rencontrer un nouveau public aussi, parce qu'on se rend compte dans chaque parc qu'on a un certain public qui reste, qui revient, qui est fidèle et qui nous suit, mais aussi un public un peu local qui va nous découvrir. Je pense notamment à Bègle et Senon, par exemple, ouais, ou quand on Mérignac fait l'an ces villas, ou dernier Mérignac aussi. d'ailleurs, ouais, où en fait on voit sur Très le belle visage, en date fait, à au force parc, on au connaît parc le Ouais, Bourg. au public parc aussi, Bourran, Ouais. magnifique. et on voit que le public est complètement différent parce que c'est le public local, en fait. Mhm. Et donc là, on espère aussi, et ça peut permettre à ceux du Bouscat de venir vivre ça, quoi. Bouscat et Zine, qui est juste à côté Et aussi. Zine, ouais. Je sais pas si ça fera comme à Mérignac où il y a quand même une anecdote assez marrante où quand on a fait le parc Bourrin à Mérignac, donc comme chaque année on communique beaucoup en local aussi, on prévient les riverains qu'on va être là aussi pour pas les déranger, etc. On essaie de travailler avec les mairies et je me rappelle que je pense que sur la première heure de l'ouverture, la moyenne d'âge de nos festivaliers était honnêtement de 65 ans. Quelque chose comme ça. Où en fait, c'est le public local qui a vu qu'il y avait un festival et qui n'est pas comme le jeune bordelais, c'est-à-dire qu'il vient à l'heure prévue. Oui, à il 15 vient heures. au début. Il n'est pas comme le bordelais qui en soirée arrive 2 heures en retard. Et donc, franchement, je me rappelle courir un petit peu partout parce que c'est le début, c'est l'ouverture et me dire mais qui sont-ils Vous soyez là, mais. Et c'était très intéressant. très Et ils intéressant. sont restés pour la grande majorité. Bon, bien. certains n'ont pas aimé, mais c'est justement, c'est ouvert. C'est ouvert. On y va, on s'en va. Mais c'est vrai que la vision, comme le site est un peu en pente, Ouais. la scène était en bas, sur le lac d'ailleurs, et la partie restauration en haut. Et donc, quand on se mettait à la partie restauration, on voyait Beaucoup de calvitie. pas mal Des cheveux de dégarnis ou de cheveux blancs. Ça Les termes changeait sont un peu. dits. Beaucoup de gens avaient des chaises aussi pour Ah oui, s'asseoir dans le parc, la fameuse équipés. chaise L'équipement était là. Très fort. Donc on verra ce que ça donne ici, Ok. mais on est ravis en tout cas de venir sur l'hippodrome. Et est-ce que, vous avez un peu répondu à la question, mais est-ce que vous avez encore des endroits un peu où vous lorgnez à Bordeaux Métropole, des endroits où vous dites là ça pourrait faire un truc ou... Oui. Ok. Toujours. Toujours. Un peu de mystère, c'est pas mal aussi. Ouais, il faut regarder un petit peu si on a la chance de passer l'année de 2024. 2025 sera donc l'année de nos 10 ans. Ok. Donc Ça, peut-être ça tease un peu. que c'est l'occasion de faire quelque chose. Il faut d'abord passer l'année 2024. Oui, donc Et il faut une belle édition. il faut une belle édition et il faut que le crowdfunding continue de fonctionner. Et après, on pourra parler 2025 et nouveaux sites. Et justement, tu parlais en termes de partenaires aussi, à des vraies relations qui se créent parce que forcément le fonctionnement et la gratuité fait que. En termes par exemple aussi de programmation, parce que donc, les artistes c'est aussi des partenaires Oui. essentiels. En 2018, vous aviez fait aussi des partenariats pour inviter d'autres pays, enfin c'était des partenariats internationaux. Et là, c'était l'année dernière avec d'autres festivals aussi qui venaient programmer chez vous. Comment ça se crée ces relations et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont envisagées comment vous gérez ça? Tu veux que- Comme tu veux. Je pense que en fait, déjà, il faut revenir un petit peu sur le début où la force aussi de notre format, et que ce soit le format qui est notre force, c'est que pas comme beaucoup de festivals qui ont des enjeux de vente de tickets, etc. En fait, on est beaucoup plus libre en termes de programmation. Et donc, ça nous permet vraiment d'imaginer quelque chose basé et fondé vraiment sur la découverte. Je pense que c'est ça qui a beaucoup guidé les choix en programmation. Et en fait, quand on se questionne sur qu'est-ce que devient le festival, mais aussi, je pense, par envie au sein de l'équipe, on se dit que ça peut être l'occasion de créer du lien avec d'autres acteurs. Et donc, je pense que c'est un peu ça qui vous a guidé, Camille et Florian, à l'époque, sur ce choix en 2018. Et ensuite, c'était un petit peu d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce choix-là, qui est basé un peu sur la notion de carte blanche, et le faire grandir de manière un peu cyclique chaque année. Donc, Ouais. on a fait 2 éditions d'affilée dédiées à des villes, Ouais. villes du monde, 2 éditions dédiées à des festivals. Mais comme je disais juste avant, cette année 2024, elle est un petit peu particulière, donc c'est vraiment retour aux sources pour remettre un petit peu les compteurs à zéro. Et ensuite, je pense qu'il y aura un petit peu de réflexion à avoir sur est-ce qu'on a envie de continuer à créer du lien comme ça, à faire des allers-retours, à inviter d'autres artistes, d'autres festivals. Comment est-ce que cette notion de carte blanche qui est vraiment centrale, on peut la faire évoluer? Je pense qu'il peut y avoir plein d'idées à avoir. Mais voilà. Ok. Donc quand même une volonté d'exploration et de découverte aussi
musicale, que ce soit du coup à plus grande échelle ou même en local Ouais, finalement c'est aussi. ça. Et puis en fait, il a été fondé le festival sur démocratiser les musiques électroniques aussi, qui était quand même un petit peu au cœur de l'idée. Et en fait, les musiques électroniques, c'est pas de la techno et du boom boom. En fait, c'est un courant musical, et c'est pour ça qu'on dit les musiques électroniques d'ailleurs. Et donc en fait, il y a énormément de choses à entendre. Et donc sur le festival, en fait, t'entends aussi bien de la techno que de la house, que des fois de la disco, que des groupes. Et donc, pour faire ça et pour représenter tout ça, il y avait un petit peu cette notion de représenter le monde aussi. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les cartes blanches, parce qu'en fait, on se disait que. Et sur les cultures, parce que qui mieux pour représenter une direction artistique, une identité, une culture que ceux qui en sont les ambassadeurs, en fait. Et donc, par exemple, inviter des festivals, ça permet d'inviter plein d'identités différentes. Et donc, de construire avec eux quelque chose qui leur ressemble. Et donc, de faire aussi bien Astropolis, qui est un festival emblématique de techno, que le Radio Meux, par exemple, qui lui est beaucoup plus sur des musiques solaires. Et vraiment de faire varier tout ça, quoi. Ok, trop cool. Et vous avez peut-être eu des coups de cœur dans toute cette programmation qui a été brassée, ou est-ce que vous avez des souvenirs, je sais pas, des moments marquants en termes de, je sais pas, de musique que vous avez kiffé? Ou est-ce que c'est trop difficile et il y a trop de dates? Certainement la question la plus difficile. Il y en a eu plein. Donc, on a un programmateur qui travaille avec nous sur toutes ces invitations artistiques, etc. Et après, on finit le choix tous ensemble. Donc, bien évidemment qu'on choisit plutôt des propositions qui nous plaisent de base. Bien sûr. Mais oui, enfin, tout de suite, moi, quand on me pose la question, ça va commencer à remonter maintenant à quelques années. Mais je sais que c'est un souvenir plutôt très positif pour beaucoup de gens. On avait invité une chanteuse d'Afrique du Sud, Ntombi Ndaba, qui donc était venue accompagner, ils étaient 4, il me semble, sur scène. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle avait fait un concert, elle n'était pas ressortie. Alors, je suis en train de perdre l'histoire au Ouais, fur et à en mesure. fait, je vais, Tu en vas fait, me la dis- compléter. Comme ça, Voilà, il n'était pas ressorti, ça fait très très peur. Euh, On en veut fait- la suite. En fait, on faisait une date dédiée à Johannesburg. Ok. Et Ntombi Ndaba, en fait, c'est une chanteuse qui était un peu ambassadrice d'un nouveau genre musical qui était né fin des années 80, début 90, qui s'appelle le bubblegum. C'est en fait de la disco sud-africaine, qui est née en fait en réponse à l'apartheid un petit peu. Et donc en fait, cette chanteuse a sorti un album qui est devenu un hit complet dans son pays. Elle a fait des concerts, elle a rempli des stades avec des dizaines de milliers de personnes. Et après, elle a disparu des radars. Elle a complètement arrêté après ce premier album, et elle a fait que des concerts en Afrique du Sud. Et en fait, on a travaillé en collaboration avec un artiste qui s'appelle DJ Okapi, qui lui en fait a un label qui met vraiment en valeur cette culture et cette musique sud-africaine. Et en fait, il a tout simplement retrouvé, cet artiste, Ah ouais. et on lui a proposé de l'inviter à Bordeaux et de remonter sur scène, donc 30 ans après son dernier concert, Je de crois mémoire. que c'était ça, oui. Donc ouais, 30 Ouais. ans, ouais. C'est fou. Et pour son premier concert à l'international, donc pas en Afrique du Sud. Mais donc tout ça, Ça ça reste fait en fait la retrouver, parce que du coup en fait elle vivait au fin fond d'un village en Afrique du Sud, s'assurer qu'elle peut venir, donc il y a eu des questions pour retrouver son passeport, faire son passeport à jour, etc. Ah ouais. Et du Logistique coup à fond. ouais, exactement, Ouais, et puis monter une logistique équipe, beaucoup. et elle a passé je crois une semaine. C'est ça, elle est venue répéter du coup dans des studios, Ah oui. au c'est studio chouette, Larsen, si je me Ouais, trompe c'est pas. ça, Dr Larsen. Ouais, Docteur avec- Larsen, voilà, pour se remettre un peu en jambes, et elle est montée sur scène. C'était au jardin public, et il y avait j'avais 12 000 personnes devant elle. Ah ouais. Trop cool. Donc voilà, c'était un concert assez court, quarantaine C'était, de ouais, minutes, une quarantaine de minutes, ouais. mais c'était Ouais, mais très chargé en émotions. c'était très j'imagine. chargé, c'était Ouais. très beau, il faisait beau, enfin il y avait beaucoup de choses, les vibes un peu, Mhm. ça se sent, il y a des événements où en fait le public, l'artiste dégage des choses, et donc quand on passe sur l'événement, on est obligé d'être touché par Bien sûr. ça, et ça faisait, voilà, c'était pour moi ça sera mon préféré, mais il y en a eu plein d'autres sur Ah, toutes mais les c'est artistes se vexent pas, il y en a eu beaucoup, Très beaucoup très belle d'autres. histoire quand même.